Je tiens tout d'abord à vous remercier, chers consoeurs et chers confrères, de l'honneur que vous me faites en me portant à la présidence de notre compagnie. Vous avez élu un chercheur venant des sciences sociales, ce qui n'est pas si fréquent ici. Vous avez élu en même temps un chercheur qui a été un fonctionnaire ayant assumé des responsabilités au sein de cabinets ministériels ou à la tête d'organismes de recherche ou de formation. J'y vois le signe de l'intérêt porté par notre compagnie au dialogue à nourrir entre deux responsabilités bien distinctes, la responsabilité scientifique et la responsabilité politique. J'y suis sensible et je vous en sais gré. En ce début d'année 2018, notre Académie se propose d'ouvrir le chantier de sa réflexion stratégique. Un chantier qui sera un bon moyen d'amplifier notre débat interne sur la place et le rôle de notre institution. Il n'est pas anodin pour nous que cette décision coïncide avec la publication toute récente de plusieurs enquêtes mettant en évidence de façon alarmante l'oreille bienveillante que prête l'opinion, et spécialement les plus jeunes, à la diffusion de fausses nouvelles ciblant massivement des avancées scientifiques et technologiques associées à ce que nous saluons dans l'univers rationnel que nous partageons, à des progrès de la connaissance et à des victoires du génie humain. Face à cette montée en puissance de croyances irrationnelles qui caractérisent paradoxalement nos sociétés, que Max Weber disait rationnellement désenchantées, pour faire écho aux propos de notre président sortant. Il ne suffit pas de crier à la régression et de dénoncer l'obscurantisme, il nous faut précisément, parce que nous sommes attachés à combattre ces phénomènes par vocation institutionnelle autant que personnelle, essayer d'abord de comprendre de quelles anxiétés sociales ils sont l'expression paroxystique, afin, s'il est possible, d'ouvrir la réflexion sur ce que peut être, dans cette conjoncture troublante, la mission de notre Académie. Pour introduire ce propos, je vous propose de nous saisir d'abord des éléments de compréhension que peuvent nous offrir les résultats de quelques enquêtes touchant à la perception que nos concitoyens ont de la science et de l'activité scientifique. J'en retiendrai deux. Celle de Brice Naturier, intitulée « Les Français face à la science, facteurs de progrès ou source d'inquiétude », en premier lieu. Et en second lieu, l'enquête publiée par Karine Marcet de TNS-Sofres et Daniel Bois du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po et du CNRS, à partir d'un sondage d'opinion Ipsos pour le magazine La Recherche, portant sur les représentations sociales de la science et de la technique. La première est toute récente, elle date de 2017, la seconde est un peu plus ancienne, 2012, mais elle a l'avantage de s'inscrire dans une perspective à 20 ans en faisant mémoire des résultats d'enquête de 1994, 2000, 2007 et 2011 sur le même thème. L'enseignement de toutes ces études tient en un double constat. Une adhésion forte à la science d'une part, mais un questionnement grandissant sur les conséquences de son développement d'autre part. Est-ce là une contradiction? Certes pas, mais bien une ambivalence dont il faut précisément évaluer la portée. Les indices de confiance à l'égard de la science sont nets. 78% des Français considèrent que la science et la technique apportent des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. 65% sont convaincus que grâce à la science, les générations futures vivront mieux que nous. Et 66% se déclarent intéressés par les enjeux de la recherche, par l'innovation et par ses applications. Ces résultats Ipsos sont corroborés par l'enquête CEVIPOF-Sofres qui met l'accent sur le niveau élevé de confiance accordé à la science et aux scientifiques, bien plus élevé que celui pourtant très élevé dans notre pays accordé aux associations ou à la police.
Quand on demande aux Français ce qui leur vient à l'esprit lorsqu'on parle science, le premier domaine cité est celui de la médecine et de la recherche médicale, bien avant l'astronomie et la recherche spatiale. Pour nos concitoyens, note Daniel Bois, la science, c'est avant tout l'apport indéniable des progrès de la médecine à l'amélioration de la vie humaine. Une évolution mérite d'ailleurs d'être soulignée. En 1994, lorsqu'on demandait aux personnes interrogées s'il fallait développer des programmes de recherche, entre guillemets, seulement quand on pouvait en espérer des applications pratiques, près de 60% des réponses étaient positives. La tendance s'est aujourd'hui inversée. La proportion selon laquelle, entre guillemets, on doit développer des recherches scientifiques alors même qu'on ne sait pas pouvoir en attendre des résultats pratiques, obtient la majorité des réponses positives, et ce taux dépasse 75% chez ceux qui ont suivi des études scientifiques ou s'intéressent particulièrement à la science. La valeur positive d'une recherche ordonnée à la seule connaissance a donc gagné du terrain en dépit de la stagnation du pourcentage des personnes interrogées déclarant un intérêt pour la science. Quoi qu'il en soit, si l'on prend en compte une séquence encore plus longue de 40 ans, couverte par les enquêtes, on observe que 3 domaines de recherche suscitent les intérêts prioritaires du public, 3 domaines tous étroitement corrélés aux enjeux de santé publique, la recherche médicale, les recherches sur la vie et les recherches sur l'environnement. Lesquelles, ces recherches sur l'environnement, suscitent un intérêt nettement grandissant, jusqu'à 2/3 des interrogés, alors qu'elles étaient, en particulier les recherches sur le climat, presque absentes des préoccupations en 1994. Le tableau est donc ici plutôt rassurant quant à l'image de la science dans l'opinion, mais il prend des couleurs un peu différentes si on interroge les jugements et sentiments, non plus sur les apports des différentes découvertes scientifiques considérées en tant que telles, mais sur la logique d'ensemble du développement scientifique. À la question, d'une manière générale, avez-vous l'impression que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal, ou à peu près autant de bien que de mal, les réponses se sont inversées depuis 1972. En 1972, une nette majorité des Français considéraient que le développement de la science apportait plus de bien que de mal. Ces optimistes n'étaient plus que 40% en 2011 par rapport à ceux qui mettaient en balance avantages et inconvénients. Et la dernière enquête va plus loin, en montrant que près de 40% des Français pensent aujourd'hui que la science et la technologie produisent davantage de dommages que de bienfaits. Les résultats de l'enquête publiée ces jours-ci, faisant état des réticences à l'égard des vaccins et la montée du complotisme chez les jeunes, montrent que ce sentiment-là va se développant. Tout se passe comme si les doutes et même les opinions négatives quant à la finalité et à l'utilité des applications scientifiques dans la vie concrète des individus tendaient progressivement à l'emporter sur la valorisation spontanée du progrès associé à l'idée de développement de la science. J'attire votre attention sur le point suivant. Ces doutes entretiennent un rapport explicite avec le sentiment d'incertitude et d'instabilité généré par la rapidité même des avancées scientifiques et technologiques. 45% des Français considèrent, selon l'enquête commentée par Brice Teinturier, que la science et la technologie génèrent des changements trop rapides dans leur vie. Le cycle accéléré des mutations induites par l'innovation semble ne plus permettre, ou au moins permettre de moins en moins, le processus d'élaboration de la reconstitution par les individus des cadres de référence cognitifs, pratiques et symboliques qui organisent leur rapport au monde et en particulier leur rapport à leur environnement naturel. Je pense que c'est une donnée extrêmement importante sur laquelle nous avons à réfléchir.
Dans cette situation d'incertitude, une idée fait progressivement son nid dans la conscience collective, celle selon laquelle la capacité de la science et de la technique à réduire les hostilités de la nature et à transformer celle-ci dans un sens bénéfique à l'homme pourrait bien s'être retournée en un pouvoir maléfique de la dégrader et même de la détruire. Le début des années 1970 a marqué l'entrée en scène de cette idée, portée par la première contestation environnementale et le débat dans les communautés scientifiques sur les dégâts du progrès. Daniel Bois la repère déjà dans l'enquête de 1972, et les enquêtes administrées entre 1989 et 1994 marquent, dans le contexte de la crise du sang contaminé et de la crise de la vache folle, une très nette accentuation de sa diffusion. Les enquêtes de 2004 et 2007 montrent un relatif retour à l'équilibre. Par-delà ces risques, une majorité de Français estiment que la science et la technique ont des effets favorables sur la santé, le niveau de vie, les conditions de travail, mais ils soulignent en même temps qu'elle a des effets défavorables sur l'environnement, le sens moral et les relations entre les gens. De façon intéressante, on remarque que les doutes s'insinuent de la façon la plus précisément formulée sur le terrain qui mobilise le plus les attentes positives à l'égard de la science, à savoir le terrain de la santé. Alors qu'ils affichent leur confiance dans la capacité de la médecine de faire face de façon de plus en plus efficace aux menaces pesant sur la vie humaine, les Français pointent du doigt les fauteurs de risques majeurs à leurs yeux qui démultiplient ces menaces. Et au premier chef, ils citent les pesticides utilisés pour la protection des plantes, cités par 94% des intéressés, les excédents d'engrais qui passent dans les réserves d'eau en sous-sol, 92%, la pollution de l'air associée à la circulation automobile, 92%, viennent ensuite, à une moindre mesure, des craintes exprimées sur les centrales nucléaires, les aliments contenant des OGM et la consommation de médicaments. S'agissant des OGM, une petite parenthèse, puisque c'est un débat qui est important ici, l'enquête Sofres posait la question suivante. Certains aliments, comme les pizzas et les biscuits, sont fabriqués avec des plantes génétiquement modifiées. Quelle est votre attitude à ce sujet? 3 réponses. Première réponse, dans la mesure du possible, j'essaierai de les éviter, 51%. Je n'y ferai pas attention, 12%. Je prends toutes les précautions pour les éviter car je les crois dangereux, 36%. Et 1% de nos réponses. Parmi les enquêtés les plus précautionneux, ceux qui déclarent un intérêt pour la science sont 49% à récuser la proposition selon laquelle la production de plantes génétiquement modifiées pourrait aider à combattre la faim dans le monde. Il faut remarquer ici que cette dernière notation, et plus généralement les résultats principaux de l'enquête du CEVIPOF, viennent bousculer la problématique de ce que nous avons appelé le déficit modèle. Déficit modèle qu'elle avait précisément pour objectif de tester, ce modèle explicatif corrélant les inquiétudes les plus élevées au plus faible niveau de culture scientifique. Et ce modèle du déficit modèle, donc corrélation entre inquiétude et déficit de culture scientifique, il vaut pour le nucléaire. Plus on est familier de la science, moins on a peur. Mais c'est l'inverse qui vaut pour les pesticides et les engrais, qui sont au cœur des inquiétudes. Ce ne sont pas les individus les plus éloignés de la culture scientifique qui expriment le plus leur aversion, ce sont au contraire les mieux informés et les plus acclimatés à une culture de la connaissance. Cette inversion du déficit modèle suggère de ne pas imputer la crainte montante du risque au seul manque d'informations scientifiques des personnes interrogées. Et ceci est un vrai problème. Elle interdit plus encore de s'abriter derrière les condamnations rapides d'un obscurantisme entretenu par les réseaux sociaux. Parmi nos concitoyens, ceux que tenaille l'inquiétude quant aux aliments que nous mangeons, à l'eau que nous buvons, à l'air que nous respirons, ne sont ni incultes, ni dévoyés par une idéologie hostile au progrès,
ce sont plutôt, et au contraire, des personnes avides de disposer sur les tendances du monde des diagnostics les plus précisément fondés scientifiquement. Alors font-ils confiance aux scientifiques pour les leur fournir? Oui, dans l'ensemble, conclut une enquête Ipsos pour la recherche d'une autre enquête de 2016, c'est l'avis de 60% des Français se disant convaincus que les scientifiques respectent les lois et les règles qui encadrent leurs recherches. Mais il faut le souligner, ce taux est en baisse de 5 points par rapport à une enquête posant la même question 5 ans plus tôt. À la question de savoir si les scientifiques sont efficacement contrôlés par les autorités de sûreté nationale et européennes, 52% répondent positivement, mais la baisse est cette fois de 9 points en 5 ans. Peut-on faire confiance aux scientifiques pour dire la vérité si certaines de leurs recherches pouvaient avoir des répercussions sur la santé des individus? 38% le pensent, mais le chiffre a baissé de 15% en 3 ans. Peut-on enfin considérer que les scientifiques français sont globalement indépendants et ne se laissent pas influencer par les groupes de pression industriels? 33% interrogés sont d'accord, soit 5% de moins en 3 ans. Quant aux agences gouvernementales qui contrôlent les risques liés à la santé et à l'environnement, elles sont créditées 48% d'indice de confiance. Confiance relativement maintenue donc dans la science, inquiétude montante quant à l'accélération du rythme de changement qu'elle induit, attente forte à l'égard des avancées possibles de la science et de la technique, mais doute marqué quant à l'horizon de progrès sur lequel ces avancées sont supposées s'inscrire, suspicion à l'égard de l'indépendance des chercheurs, mais mise en doute plus ou moins feutrée de leur légitimité à faire valoir leurs initiatives comme des évidences s'imposant en raison. Sans doute, et j'en conviens, faudrait-il interroger et affiner plus précisément les tendances que nous livrent ces enquêtes. Mais quelles que soient les réserves et commentaires qu'elles appellent, nous ne pouvons pas passer aux pertes et profits les indications qu'elles nous fournissent par petits bouts sur l'environnement culturel au sein duquel et par rapport auquel une académie comme la nôtre doit s'interroger sur son rôle. Cette interrogation s'impose d'autant plus à nous qu'elle porte sur des objets concernant au plus vif les domaines d'intervention qui définissent notre mission, le développement des connaissances touchant à l'agriculture, à l'alimentation et à l'environnement. C'est la raison pour laquelle le détour descriptif que je viens de vous imposer m'a paru nécessaire. Il permet de prendre la mesure des atouts, des alertes, des obstacles en face desquels nous nous trouvons. Alors, face à ces incertitudes à l'égard de la science qui marquent la période que nous traversons, quel peut être le rôle d'une institution comme la nôtre et de quels leviers disposons-nous pour le mettre en œuvre? La première évidence qu'il faut néanmoins rappeler au préalable est que nous n'agissons pas directement comme producteurs de science. Nous ne sommes pas un laboratoire. Notre rôle ne consiste pas davantage à valider des résultats individuels ou collectifs produits par des chercheurs. Ceux-ci sont soumis au sein des communautés savantes auxquelles ils appartiennent à leurs propres instances et procédures d'évaluation. Nous ne disposons pas dans ce registre d'aucun magistère particulier. Ce qui peut spécifier notre intervention et justifier notre existence, c'est notre capacité collective d'agir en passeur de connaissances, si vous acceptez l'expression. La responsabilité propre qui est la nôtre est de donner à voir à cette opinion troublée qui se pose des questions et aux décideurs qui aimeraient tant que la science fournisse des réponses simples et définitives aux questions qui surgissent de la société, la complexité des enjeux qui traversent la scène scientifique et les dynamiques d'échange et de discussion à travers lesquelles les chercheurs s'efforcent de dénouer la complexité. Il nous revient, face aux multiples inquiétudes qui s'expriment dans ces enquêtes, non pas tant de certifier les résultats de la science que de restituer les cheminements à travers lesquels les chercheurs peuvent légitimement avancer les acquis toujours provisoires de leur démarche. Nous avons, en d'autres termes, à soutenir face à une opinion qui oscille, on le sait,
entre méfiance systématique et confiance aveugle à l'égard de la science, le travail de construction progressive, toujours remis sur le métier, qui définit l'activité scientifique. Et nous avons aussi à nous efforcer d'évaluer les conséquences des avancées scientifiques. Tout ceci, direz-vous, est évident pour nous tous ici. J'en suis conscient. Il me semble néanmoins utile de nous remettre en présence de cet objectif en cette ouverture d'année dans un contexte où les suspicions portées sur la parole des scientifiques peuvent réactiver de leur côté la tentation du repli dans une bulle savante, rendue imperméable aux interrogations profanes, gênantes, émanant de la sphère sociale. Le rôle de l'Académie n'est évidemment pas de servir entre initiés un tel repli, il est au contraire de contribuer autant que nous le pouvons à établir et rétablir les circulations entre deux mondes portés par cette conjoncture incertaine à s'ignorer. 5 missions correspondant déjà aux différentes activités que nous partageons, que nous pouvons développer, me semblent s'inscrire très concrètement dans ce programme. La première, et la plus traditionnelle s'agissant d'une académie, est la diffusion de la connaissance et l'information scientifique en direction des différentes communautés scientifiques que nous représentons, en direction des autres instances académiques et de ceux chercheurs et laboratoires qui gravitent autour d'elles, en direction de nos homologues et partenaires étrangers. Nos publications, notre site et surtout notre séance du mercredi sont les moyens dont nous disposons pour assumer cette première mission qui fait fonctionner notre institution comme une chambre d'écho de la recherche en train de se faire dans les différents registres disciplinaires que nous couvrons. Cette première mission est adossée à une seconde qui est une mission de veille scientifique. Nous sommes d'autant plus fondés à prendre en charge cette mission que nous sommes en principe détachés des patriotismes d'institutions et de corps qui peuvent de temps en temps en compliquer l'exercice. La diversité des horizons institutionnels et professionnels dont nous sommes issus favorise une approche large et plurielle de ce travail de veille. Il nous faut certainement le déployer encore en explorant du côté du numérique notamment les voies de perfectionnement des outils dont nous y disposons. Les académies en tout domaine ont été à travers le temps de formidables entreprises de production bibliographique. Nous sommes aujourd'hui entrés dans un autre monde de la connaissance scientifique, auquel il nous faut nous former, nous acculturer, et nous nous y efforçons. Une troisième de nos missions, qui émane directement de la précédente, consiste à repérer des travaux neufs et innovants, à aider à leur publicisation et à leur valorisation. Pour être également très traditionnelle, la pratique des prix et distinctions que nous attribuons chaque année n'a rien d'obsolète à mon sens. Elle illustre bien, d'une certaine façon, la nature de nos interventions dans le champ scientifique. Que faisons-nous quand nous attribuons un prix à une thèse ou à un ouvrage? Nous apportons sans doute un brevet supplémentaire à des résultats scientifiques qui sont déjà passés par toutes les procédures de contrôle de reconnaissance de leur validité. Le signe donné à l'auteur est important et l'on sait que la plupart y attachent un grand prix. Mais en signalant l'excellence d'une réalisation, nous accréditons la qualité d'une démarche de recherche. Nous mettons en évidence, à la lumière de la pluralité des points de vue présents dans l'assemblée que nous formons, la capacité de cette démarche singulière d'entrer en résonance avec des perspectives qui ne sont pas seulement celles du domaine, forcément circonscrit, dans laquelle la recherche en question a mûri, s'est équipée et s'est affirmée. Ce point me permet d'introduire la quatrième mission qui est sans doute celle que l'on peut, dans la conjoncture dessinée plus haut, considérer comme notre mission principale. Celle de l'organisation de l'interlocution entre les disciplines. La thématique de l'interdisciplinarité est devenue, dans tous les organismes de recherche, une thématique incontournable, invoquée parfois avec d'autant plus de lyrisme qu'elle est en réalité non seulement très exigeante à mettre en œuvre, mais aussi très difficile à organiser. Tant les pesanteurs des segmentations disciplinaires qui demeurent très massivement présentes dans nos institutions et universités demeurent.
L'Académie, d'ailleurs, par son organisation en sections, participe aussi pour sa part de cette inertie des séparations disciplinaires qui vaut notamment pour nos recrutements. Mais dans le même temps, la pratique des groupes de travail, qui s'est désormais imposée comme la forme la plus adéquate de notre travail commun, contribue efficacement au décloisonnement de nos échanges. Ce privilège donné à l'interlocution des disciplines s'impose d'autant plus à nous que les objets mêmes qui sont au centre de nos échanges, agriculture, alimentation, environnement, sont des objets qui mobilisent par nature, si j'ose dire, la palette la plus complète des sciences de la vie, des sciences physiques, des sciences sociales, des sciences humaines et de la philosophie. Faire vivre cette interlocution me semble pouvoir être l'objectif majeur d'une institution comme la nôtre, riche précisément d'une pluralité de compétences mises au service de la restitution de la complexité de ces objets. L'horizon principal de l'échange interdisciplinaire n'est pas et ne peut pas être la réalisation d'un improbable consensus à propos d'objets complexes qui défient toute approche univoque. Esquiver la complexité ou la contradiction reviendrait à cacher ou à ne pas dire. Le but de l'échange est, en tant que tel, la démultiplication des points de vue pris sur l'objet et leur mise en tension. La controverse, autrement dit, est le ferment et le ressort de l'exercice interdisciplinaire. Sans doute est-ce là l'une des raisons de la difficulté de sa mise en œuvre. Organiser l'expression régulée de ces tensions, favoriser leur explication, ce faisant défier l'idée d'une science prétendant à l'explication sans reste du réel, telle est, à mon sens, la vocation par excellence d'une académie comme la nôtre. Comme le disait Claude Lévi-Strauss, à chaque fois qu'on lui faisait valoir la vertu explicative ultime de telle ou telle thèse scientifique, y compris d'ailleurs s'agissant de celle qu'il avançait lui-même, s'agissant des interprétations, oui, disait-il, mais c'est plus compliqué que cela. Les méfiances qui se manifestent à l'égard de la science ne seront pas résorbées, on le sait, par un renforcement d'affirmations tenues d'en haut. Face à une opinion qui met en doute tout discours d'autorité et de vérité au sens dogmatique du terme, la reconquête de la légitimité sociale de la parole des scientifiques passe par leur capacité de donner à voir les tensions, les contradictions et les débats qui sont la dynamique même de la production de la science. La publicisation de la controverse n'affaiblit pas la crédibilité de la parole scientifique. Elle explicite au contraire les conditions dans lesquelles la plausibilité validée des propositions scientifiques doit être entendue. Cette dernière remarque introduit logiquement la mention du statut des avis que notre académie est sollicitée de donner à des décideurs politiques. La cinquième de nos missions est en effet de fournir des réponses à des questions qui nous sont posées au titre de la responsabilité savante qui est la nôtre. Demande embarrassante parfois, tant la sollicitation des experts intervient fréquemment, soit dans un contexte de préfiguration de la réponse attendue, on demande ce que l'on veut entendre, soit en sens contraire, dans un contexte d'attente disproportionnée à l'égard du savoir ultime que la science est supposée détenir, on attend une solution clé en main, dispensant le politique de la responsabilité de décision qui lui incombe. La préparation de la vie, avec ce qu'elle implique de mise à distance de ses attentes et de confrontation des approches sur un problème donné, entre, à mes yeux, parfaitement dans la mission d'organisation de l'échange scientifique qui est celle d'une institution comme la nôtre. Il nous faut pleinement l'assumer. Pour terminer, je voudrais rappeler deux citations. L'une d'Edgar Morin, donnant de la sociologie la définition suivante: aider une société à se comprendre elle-même. L'autre, du prix Nobel de physique, le professeur Cohen-Tanuji: le chercheur est animé par deux idées importantes,
comprendre les phénomènes du monde qui nous entoure et agir sur ce monde. À quelques exceptions près, nous ne sommes plus des chercheurs au cœur de la recherche en train de se faire. Pour autant, à tous, collectivement, comme à chacune et à chacun personnellement, je souhaite, en ce début d'année 2018, de garder intacte cette envie, celle qui nous rassemble, de connaître pour comprendre, de connaître pour transmettre, de connaître pour agir. Je vous remercie.